Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast qui s'arrête sur l'animation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage dans un univers fait d'univers, où le sacré côtoie le profane, un petit ovni de l'animation. On parle de Midnight Gospel. Avec moi, nous avons plusieurs démons, mais pas n'importe lesquels, des démons de minuit. Alexandre Caudal, Salut. Simon Legloan dit Simon, Hello. et pour son grand retour dans une équipe de plus en plus établie, Agathe Preslin. Hello. Quant à moi, je suis Simon Eius et je serai votre hôte le temps de ces quelques minutes. Donc The Midnight Gospel, série de Pendleton Ward, c'est avant tout un podcast qui s'appelle The Duncan Trussell Family Hours, où chaque épisode s'organise autour d'une discussion tranquille avec un invité, dont l'échange est mené par Duncan Trussell, un comédien. Ces discussions servent de base aux épisodes de Midnight Gospel, mais elles s'intègrent dans une fiction assez déjantée. Duncan incarne Tracy, un glandeur à la quarantaine, ce qui est assez étrange quand tu vois le look du héros, je trouve, qui explore de nombreuses planètes, interviewe des gens sur la spiritualité, puis quitte ces mêmes planètes, s'autodétruisant et ramène des souvenirs de ses périples. Clancy n'a pas de vaisseau, mais un simulateur où il fourre sa tête, et le simulateur a une forme de gros sexe de femme, ce qui pose le ton de la série. D'une durée de 8 épisodes, la série est menée, comme je l'ai dit, par Pendleton Ward, créateur de Adventure Time, une série pour enfants assez appréciée de manière générale, et aussi autour de cette table, par ailleurs. Le portrait est posé, mais maintenant il faudrait savoir ce que vous avez pensé de Midnight Gospel. Vous êtes-vous répandu en Alléluia, ou le voyage n'a pas été de tout repos? Qui veut commencer? Bon bah j'y vais. Dans mon cas, c'est la deuxième fois que je vois la série et si la série m'a laissé un peu perplexe la première fois que je l'ai vue, c'est-à-dire à la fois très impressionné par l'animation de Pendleton Ward et à la fois très perdu en ce qui concernait la compilation et le remontage des podcasts de Duncan Trussell. C'est vraiment au deuxième visionnage que j'ai trouvé quelques pistes qui réunissaient les différents épisodes et qui peuvent paraître très très disparates, et bien que je trouve que c'est une série qui s'égare sincèrement, mais je trouve aussi que c'est dans cet égarement qu'elle peut avoir quelque chose d'assez réconfortant en tout cas. Bon bah je prends la suite. Quand j'ai appris l'annonce de cette série donc d'animation de Pendleton Ward, j'en attendais pas mal parce que je suis très très fan d'Adventure Time. Simon, tu l'as un petit peu teasé, on est plusieurs à beaucoup aimer la série autour de la table. Et je me disais, bon, Pendleton Ward qui arrive en prétendant faire une série d'animation pour adultes, je me méfie un petit peu parce que voilà, j'ai un peu peur de ces séries d'animation qui se revendiquent pour adultes et qui derrière vont pouvoir arriver avec des images, on va dire gore et sexuelles de manière assez gratuite. Et c'était aussi mon deuxième visionnage là pour le podcast. Et en fait, j'avoue que moi j'ai été alors décontenancé au début beaucoup par la proposition, donc ce mélange entre podcast sur la spiritualité et cette animation de Pendleton Ward, un peu pas seulement de lui d'ailleurs, mais un peu en roue libre. Et en fait, je suis plutôt très convaincu par l'ensemble, qui est pas sans défaut, je trouve, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup et je trouve raconte quand même pas mal de choses dans ces tentatives qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Et juste, bon, il y a beaucoup de choses dont on parlera par la suite, mais pour revenir sur cette question de la place de la série en tant que série qui se revendique d'animation pour adultes, je trouve qu'elle propose un bon contre-pied à beaucoup de la façon dont sont faites les diverses séries, par exemple, sur lesquelles on pourra revenir, comme les séries de Bobby Pills, ou même une série à laquelle elle a été beaucoup comparée, qui est Rick et Morty. Comparée à juste titre ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'était parce que je pense que ça sortait un peu la même période. Et donc voilà, moi, plutôt ressenti vraiment positif. Ok, bah du coup, moi, je voulais pas commencer parce que j'ai un avis assez négatif sur la série, donc je trouvais ça dommage de introduire nos avis par une descente aux enfers de Midnight Gospel. Du coup, c'était un peu comme Simon, moi je l'attendais comme la création de Pendleton Ward, et aussi je m'attendais à une espèce d'aboutissement d'univers tel que moi j'avais pu trouver dans Adventure Time, puisque je fais partie des gens qui aiment bien la série. Je crois que c'est pas le cas non plus de tout le monde ici, mais j'ai été extrêmement déçue, mais pas tellement parce que j'aurais trop attendu d'une animation pour adultes, ou alors que le sujet même de la série me décevrait ou ne me parlerait pas, ce qui par ailleurs est vrai. J'ai pas mal de mal avec les interventions de tous les protagonistes, etc. Mais c'est pas ça le cœur du problème qui fait que j'ai regardé la série en 2 jours et pendant 2 jours, j'étais vraiment pas très enchantée. C'est la dissociation absolue entre le discours et l'animation, qui est quelque chose qui est recherché par Pendleton Ward et Duncan Trussell, et je pense qu'on va y revenir, donc je vais pas trop développer, mais en gros, eux, ils ont cherché quelque chose où des gens parleraient et où il se passerait autre chose à l'image, donc je peux pas le leur reprocher directement, mais en tout cas, ce résultat, il m'a donné une sensation complètement mortifère,
où en fait tout un programme d'images, toute une espèce d'enchaînement de mouvements, de couleurs, etc. Ne cessait pas de se faire à l'écran et n'existait absolument pour rien, à part pour remplir les 20 minutes de podcast remontés par Trussell et Pendleton Ward. Et je trouve que la série, du coup, avait une ambiance très mortifère pour moi, pas tant parce que tout le monde parle de la mort, mais parce que j'avais l'impression que les choses tournaient à vide, en fait, en permanence, quoi. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la fiction existe comme un podcast, redécoupé parfois au forceps pour former des épisodes. Ces épisodes s'entremêlent avec une narration qui est totalement fictive. Et comme l'a dit Agathe, il y a une distinction qui va se créer entre ce qui se passe à l'image, qui va être souvent assez gore, assez potache, et au son, où ça va être quelque chose sur le mode de la discussion tranquille. Elle donne l'impression que les deux sont déconnectés, mais souvent la thématique d'un épisode s'y illustre. Je pense par exemple à l'épisode 4 avec Trudy Goodman, où s'incarne à l'écran le concept du pardon, mais c'est encore plus présent dans le dernier épisode de la série, qui va être assez délicat et qui va trancher radicalement avec le fouillis assez gore et assez potache qu'il y avait dans les épisodes d'avant, même si on va retrouver ça. Mais dans tous les cas, dans la discussion et dans l'univers de la discussion, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus tendre. Il va y avoir des choses assez intéressantes qui se créent en termes de point de vue spectatoriel, enfin moi je trouve, puisque ces petites histoires-là, elles vont créer une espèce de distanciation assez étrange où à la fois on va avoir un espèce de point de vue assez méditatif sur ce qui va être dit, puisque ce qui est dit a rapport à la spiritualité, au rapport au monde, à la mort et l'usage de substances illicites parfois. Il va y avoir aussi cette espèce d'univers qui va détendre l'atmosphère, qui va apporter une sorte de fraîcheur à un discours qui pourrait être extrêmement sérieux et premier degré. Et moi, je trouve ça assez salutaire parce qu'il y a des choses qui, moi, m'ont gêné aussi dans les discours. J'ai trouvé ça parfois assez bizarre, même assez douteux, mais je vais pas forcément épiloguer là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je suis d'accord avec le montage au forceps des podcasts, et qui est un truc qui m'a vraiment perdu, qui est que quand même, si tu te concentres sur ce que disent les gens, c'est-à-dire sur les choix qu'ont exercé Trussell et Pendleton Ward sur les podcasts originaux, je crois qu'en gros, Trussell a choisi les podcasts qui avaient vraiment, au long de toute son émission, avait vraiment marqué des moments forts où lui, il a été assez bouleversé par les échanges qu'il a eus avec ses invités. Ils se sont reposés sur ces épisodes-là, ils ont remonté et puis ils ont fait rejouer à des comédiens, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans le fait de prêter sa voix à des personnages de dessins animés pour faire la bande sonore et vocale des épisodes. Bah, franchement, si tu te concentres sur les dialogues, déjà, tu comprends pas. Enfin, je veux dire, le texte, il est à trous. Et à un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, je ne comprenais pas ce que disaient les gens. Pas tellement parce que j'étais lointaine des domaines ou de leur vie, mais parce que c'est monté d'une manière très étrange. C'est comme s'ils prenaient toujours les moments les plus forts ou les plus étranges d'un texte originel qu'on n'a pas, si bien qu'en fait, t'écoutes toujours quelque chose qui est comme troué. Et c'est très étrange parce qu'en fait, le podcast, pour avoir une espèce de vocation pratique ou pédagogique, c'est pas forcément ce qu'ils veulent, mais en fait, il y a quand même l'idée d'un enseignement qui est d'ailleurs pas si éloigné de tout ce que prônent les divers invités qui interviennent dans le podcast. Cette idée d'enseignement est un peu mise à bas par le fait que la parole qui est portée par ces podcasts-là, elle n'est pas efficace en fait. Et cette efficacité n'est pas tellement intéressante que incompréhensible par moment, quoi. Après, peut-être que vous étiez absolument pas là-dedans. Je sais que ça m'a vraiment obsédée, quoi. De me rendre compte qu'ils ne finissaient pas leurs idées. Qu'en fait, ils sautaient en permanence d'un concept à un autre. Et qu'en fait, j'entendais le montage en direct, tu vois. Que c'était absolument pas transparent. Non, c'est clair, mais je pense que c'est pas... L'animation n'est pas un diaporama, tu vois. C'est pas une illustration, c'est plus un habillage. Parce qu'en dehors du dernier épisode, il me semble que... Bon, les podcasts étaient présélectionnés, mais l'animation s'est fait, tu vois, par exemple, l'imagination d'un monde où l'électricité serait remplacée par de la viande hachée, c'est quelque chose qui s'est décidé avant. Ils ont préécrit, en fait, tous les scénarios avant d'y intégrer les podcasts et ces échanges-là. À l'exception du dernier épisode, il y a un cas particulier, on pourra y revenir. Donc en fait, à un moment donné, il y avait des scénarios et des storyboards qui préexistaient au montage sonore du podcast découpé, quoi. C'est ce que Trussell explique. Enfin, j'ai pas trouvé grand-chose de Pendleton Ward qui est... Ah, j'avais pas vu ça, moi, perso, donc je savais pas, j'apprends ça aussi. Mais alors, si je me trompe pas, et là, peut-être qu'un de vous a la confirmation, mais on est d'accord que, à part pour le dernier épisode, disons que les podcasts originaux ont été repris, et effectivement ont été un peu charcutés, parce que je crois que ça dure plutôt 1h30, 1h50 en général, les épisodes de podcast de Duncan Trussell. Et par contre, les invités ont pu repasser en studio pour ajouter les répliques supplémentaires de leurs personnages, pour pouvoir parler de Clancy aussi, parce que d'ailleurs, il y en a un qui se trompe à un moment. Il y a un invité qui l'appelle Duncan à un moment, et du coup, il y a un petit jeu un peu sur le côté un peu méta de ce que veut faire la série.
Et du coup, il y a ce double moment, enfin cette double présence en fait, cette présence dans le podcast et ce retour en studio pour incarner le personnage fictif qui donne effectivement un côté assez étonnant à l'ensemble où même la personne va changer complètement de ton quand elle va passer en mode podcast. J'ai pu aussi un peu avoir cette impression d'avoir du mal en fait à comprendre concrètement ce qui se dit parce que je trouve ça assez intéressant là, ce que tu soulignes Agathe sur le fait qu'il y a une espèce de best-of de moments forts mais sans vraiment le cheminement qui va amener à ces moments forts là. Mais je crois que j'ai vraiment vu moi les choses de manière pas si distante entre l'animation et le podcast et je les ai vraiment vus pas tant comme quelque chose de distant ou comme un habillage, mais quelque chose d'assez complémentaire. Et moi, ce dont tu parlais, Simon, sur les épisodes qui peuvent se correspondre entre la thématique de la discussion et de l'animation, je l'ai retrouvé un peu dans quasi tous les épisodes, surtout au deuxième visionnage. J'ai l'impression qu'il y a toujours comme ça ce lien thématique. Et même en fait, à l'échelle de la série, il y a beaucoup de discussions qui parlent de méditation, d'acceptation de la mort, d'acceptation aussi de ses peurs et tout. Et globalement, la série, c'est des variations autour de l'idée d'apocalypse, quoi, parce que chaque monde, en fait, est un monde qui est en destruction, qui finit à la fin par être détruit. Et je trouve ça assez beau cette idée donc d'être dans un monde qui va être détruit. Ça pour le coup c'est pas moi qui ai pensé à ça, je crois que c'était Duncan Trussell qui disait ça, ou Pendleton Ward, je sais plus, ou même eux deux, qui disaient que leur concept avec cette série, avec ce mélange, c'était en fait de se situer dans des mondes apocalyptiques et de se demander concrètement de quoi vont parler ces gens pendant l'apocalypse. Parce qu'ils disaient concrètement quand on vit dans un monde apocalyptique où tout part en live, on va pas passer son temps à parler de l'apocalypse, on va parler d'autres trucs, on va discuter de tout et de rien, même si c'est complètement le bazar autour de nous et qu'il se passe des trucs complètement absurdes. Vu que c'est le quotidien pour nous, on va parler d'autres choses. Et je trouve que ça, c'était assez chouette ce truc où finalement on se retrouvait dans des mondes qui partaient en tous les sens et qui pouvaient justement aussi avoir ce côté un peu potache, un peu grossier parfois, mais dans lesquels on allait contrebalancer tout ça par toutes ces discussions autour de l'empathie et par un côté très très premier degré aussi, qui peut un peu gêner parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec les discussions et tout qui sont abordées. Mais j'aime bien ce truc où on va contrebalancer cette espèce d'ironie et de cynisme général qu'on peut retrouver beaucoup dans les séries d'animation qui se disent pour adultes, et de le contrebalancer à fond par un discours très très premier degré, très à fleur de peau sur les émotions, les sentiments, la façon de se retrouver soi-même et tout. Je pense qu'autant les podcasts, j'aurais pu ne pas forcément les apprécier en les entendant seulement eux, pas forcément être d'accord et tout, autant là, dans ce contexte-là, j'ai trouvé que la balance entre les deux était chouette et créait quelque chose qui me plaisait vraiment. Et aussi, justement, ce combo qui rend ça assez dur à suivre, j'aime bien, même si c'est très éprouvant, l'état dans lequel ça met, où en fait t'es un peu dans un état surstimulé, où t'es dans un focus total sur ce qui est dit, même si en plus c'est particulièrement dur à comprendre vu que t'as que des bribes, et en plus t'essaies de suivre tout ce qui se passe à l'image, et du coup, soit t'es complètement laissé de côté, soit en fait t'es une espèce de surprésence dans cette image où t'es super concentré. Et j'aime plutôt bien l'état dans lequel ça peut mettre, même si c'est un peu sombre par moment, quoi. C'est méditatif en fait, je sais plus qui évoquait Ouais. ce mot-là, mais C'est moi. c'est Trussell qui revient dessus et qui évoque cette réflexion-là à plusieurs moments dans la série. Ça a l'air d'être une de ses idées un peu clés, quoi. C'est que la méditation est une préparation soi-même à la mort. Il y a plein de choses à laquelle la série pourrait être résumée, je pense que ce serait pas lui rendre justice, mais ça participe de ça. Je veux dire, le ton de l'échange entre les personnages tient vraiment d'une discussion de confiance, d'intimité, tout de suite, dans un monde où il se passe tout le temps plein de choses. Enfin, c'est le premier grand étonnement quand même, dans le premier épisode, où t'es basculé dans une apocalypse zombie, où ils tombent sur le président des États-Unis et ils se mettent à discuter du bon, du mauvais usage des drogues, du bien ou du mal de la légalisation. Sachant que Duncan Trussell apparemment est un amateur d'hallucinogènes. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Simon, parce que c'est vraiment, ça tient de ce ton-là en fait. Il y a un moment dans la série où j'ai plus les refs, ça parle de choses trop spécifiques pour moi. Je vais un peu abandonner la compréhension pour passer au sensible, disons, et justement accepter que ce soit que des bribes et de suivre un peu ce flux de l'animation qui est en train de se faire, où il y a toujours une espèce de quête qui mènera à la destruction de ce monde, étant donné que le simulateur de Clancy est complètement buggé. Et au final, c'est ce que je trouve réconfortant dans la série, c'est que ça, sans t'en rendre compte, tu finis par abandonner des choses et te retrouver réconcilié à la fin avec des choses que tu voyais pas forcément. S'il y a une leçon à retenir, elle se fait pas d'épisode en épisode, mais elle se fait sur la totalité de la série et je trouve sur cet Ouais, C'est élément-là. intéressant ça. Et d'ailleurs, il y a un peu une bascule, je trouve, dans la série. Un moment où tout d'un coup, on se laisse un peu porter. Et je trouve que ça arrive un peu à la moitié de la série. Enfin, pour moi, en tout cas, mon expérience, c'était celle-là. Parce qu'à la moitié de la série, c'est comme si... moi, j'avais tout d'un coup un peu compris comment ça fonctionnait. Et que, finalement, ces discussions, j'avais un peu compris comment les prendre. Et du coup, au deuxième visionnage, c'était un peu moins dur sur l'ensemble. Mais au début, je sais que ça m'a fait ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, il y a un truc quand même où... Ce qui ne sert pas forcément les invités du podcast à l'origine. Mais je trouve qu'en fait, autant... cette importance de l'empathie contrebalance le monde qui va être très cynique, très ironique parfois et tout, et très grotesque, autant à l'inverse, les discussions qui sont très premier degré sont aussi un peu contrebalancées par une légèreté générale, et qui permet aussi de ne pas leur accorder une importance démesurée, de ne pas les considérer comme des enseignements absolus. Et par exemple, quand Clancy sort d'un épisode en disant « Ouais, je suis illuminé, ça y est, je suis illuminé », et après il fait « Non, mais en fait, non, je suis pas illuminé, t'inquiète ». Ça peut paraître un peu débile, mais en fait, j'aime bien ce truc où les moments de discussion, ils apportent des choses à Clancy,
Et c'est pas forcément parce que ces enseignements sont les meilleures choses qu'ils aient jamais entendues, mais juste le fait en fait de passer ce moment à écouter des trucs, à répondre ce qu'on veut. Il y a un petit côté simulateur de soirée entre personnes un peu hippies, comme on disait tout à l'heure, et où on va se dire des trucs qui sont pas forcément si vrais ou quoi, ou qui sont pas forcément si justes. Et tu le disais tout à l'heure, Alexandre, et j'aime bien la façon que tu l'as dit, c'est effectivement ce truc de totalement s'ouvrir avec tout ce qui va sortir, on va dire un peu de nous et du fond de notre esprit, et de s'ouvrir totalement à l'autre, quoi. Un rapport de confiance totale dans un monde qui est un peu dur, qui est un peu violent, et un moment où on va être dans le sensible et où on va pouvoir dire des trucs qui même peuvent être un peu déconnectés ou un peu absurdes. Il y a ce truc-là que j'ai pu ressentir et qui m'a plu dans la série, effectivement. Je trouve ça intéressant que tu parles de cette idée de personnes avec lesquelles on va être comme une sorte de papotage, parce que c'est aussi ce qui me gêne paradoxalement dans la série. Et ça vient peut-être plus du podcast de base. Je vais m'expliquer. Par exemple, dans l'épisode 5, il y a cette espèce de personne qui parle d'accepter le désespoir, qui est contrebalancée avec une histoire qui va être assez violente, puisque ça va être celle d'un prisonnier qui tente de s'échapper d'une prison et qui va essayer à plusieurs reprises de s'échapper de différentes manières, mais à chaque fois il va mourir et il va renaître comme une sorte de Die and Retry dans les jeux vidéo, où un même événement, une même séquence est réalisable plusieurs fois et qu'à chaque fois qu'on meurt, on revient à la même séquence. D'ailleurs, la série reprend pas mal de codes des jeux vidéo et ça, c'est aussi intéressant en termes d'esthétique. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment gêné dans ce que disait le mec, puisque c'était une sorte de manière de dire oui, il faut accepter le désespoir, parce qu'en acceptant qu'il n'y ait pas forcément d'espoir, on se rendrait compte que ce avec quoi on est, finalement, c'est pas si mal. Et je me suis dit, oui, bon, bah, effectivement, peut-être que si on est un Américain moyen, ce qui a l'air d'être le mec, est même plutôt aisé, parce qu'il parle de plans avec plusieurs personnes, des orgies, je pense que tout le monde fait pas ça dans sa vie courante. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais me renseigner un peu sur ce mec-là, et figurez-vous que j'ai appris sur son site que c'est quelqu'un qui donne des formations sur la crypto-monnaie et les bitcoins. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, bon, il y a quelque chose d'assez libéral qui se dégage de cet imaginaire de série, puisque c'est quelque chose qui va passer par l'être, et c'est pas forcément délié d'un imaginaire militant. Par exemple, j'ai vu un film qui s'appelle The Inheritance de Ephraim Assili, qui va montrer quelqu'un qui appartenait au mouvement MOVE, un mouvement noir américain écologique dans les années 80, dont le loco a été détruit par la police, par une bombe, je crois, en plus. C'est un truc assez violent. Et un des militants, qui est encore vivant, a dit: ce qui compte, c'est de partir de soi pour aller vers l'autre, puisque c'est en constatant ces besoins, on va dire, élémentaires, que l'on arrive à l'action. En tant qu'être humain, on n'a rien à gagner à ne pas salir la couche d'ozone, par exemple, je sais pas. Et donc du coup, c'est pas forcément à ce niveau-là que j'y vois un imaginaire assez libéral, mais c'est plutôt dans cette manière de mettre tous les invités sur le même plan par cette idée de papotage. On pourrait inviter, je sais pas, Marine Le Pen dans une émission de talk show et elle parlerait pas tant de sa politique que ça, mais de ses jardins. Ça me rappelle aussi le principe des podcasts à l'américaine, comme ceux de Joe Rogan, auxquels Duncan Trussell a plusieurs fois participé, où on va retrouver des personnalités très sympathiques comme Elon Musk. Connaissez-vous Elon Musk, le célèbre entrepreneur? Dans ces podcasts où il a fumé un joint. C'est ça. Oh merde, ce fameux podcast. En fait. Ok, d'accord. Eh oui, c'est chez ce joyeuderie de Joe Rogan. Et il a aussi invité Ben Shapiro, le célèbre transphobe, qui est connu pour sa phrase « Les faits n'en ont rien à faire de tes sentiments », pour parler de la transidentité. Et évidemment, ça va être quelque chose qui va être mis sous le ton du badinage et de la discussion de podcast très tranquille. Donc c'est quand même une réserve que j'ai avec cette idée de podcast, d'autant plus dans la série, dissocier totalement l'identité des personnes à celle des personnages d'animation, même si ce que je trouve intéressant, c'est ce petit jeu avec la réalité. On va essayer de retrouver qui peut être ces personnages d'animation dans la réalité, de savoir quel est leur parcours, etc., à travers ce principe de la fiction. Mais quand même, je me dis, il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans, quoi. Vraiment l'espèce d'idéalisation d'un Américain qu'on suppose moyen, qui a les moyens de réfléchir, ou encore d'avoir cette espèce de recul qui se dirait, bon, bah c'est pas trop grave, en fait, si je peux croire au désespoir. Quelque chose d'assez étrange, en fait, quand il pense 2 secondes. Vraiment quelque chose d'assez bizarre dans l'espèce de flou dans lequel on met le spectateur sur l'identité des personnes qui sont interrogées. Pour revenir un peu sur des pensées ou des idéologies des différents intervenants, dans le premier épisode, là, le Dr Drew semble quand même assez libéral, sinon libertarien en tout cas. Tu vois, ça reste une série américaine, donc on reste avec des intervenants qui évoluent dans ce monde-là,
Ou par exemple l'épisode traitant de la mort littéralement, où de Clancy interview la mort, je veux dire, on pourrait lui faire le même reproche à la personne. Elle est en train de se faire un business, enfin, elle est coach dans l'acceptation de la mort, dans le fait de gérer la présence d'un corps, d'un cadavre, c'est son business ou c'est son métier, tu vois. Parce que je sais pas si c'est tant dans la particularité vraiment des intervenants que ça se joue, même si effectivement, je veux dire, ça me dérange tout pareil, si tu veux. Mais typiquement, ça fait partie des trucs que j'abandonne. J'ai peut-être tort de le faire, mais disons, au sein de la série, je pense que, encore une fois, ça lui rendrait pas justice, quoi, parce que c'est plus les particularités des discours, ces idées que tu vas soudain saisir là, et associer ou non, ou amalgamer avec ce qui se passe dans l'image. Duncan Trussell évoquait une idée assez intéressante. Il parlait d'interprétation, comme notamment par rapport au symbolisme dans la série. Quand tu te retrouves face à un tarot de Marseille, en fait, tous les arcanes sont hyper codés, suivant si tu t'intéresses à la Kabbale, à la franc-maçonnerie ou que sais-je. D'ailleurs, les analyses à ce sujet-là sur Midnight Gospel abondent. Mais c'est que les symboles sont creux en soi. Tu peux y projeter tout ce que tu veux. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas que tu peux y projeter ce que tu veux, c'est que tu t'y reconnais. Donc effectivement, tu vois, typiquement, c'est des choses, le libertarisme, la crypto-monnaie, je sais pas, il y aurait d'autres choses, je pense, douteuses dans la série qui feraient partie des choses que j'aurais tendance à oublier. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça tient pas mal du podcast, quoi. Ce truc d'aplanir le discours, c'est du easy listening, c'est de l'écoute facile, quelque part aussi. Et de toute façon, on peut pas, je trouve, séparer la série de ce qu'est le podcast. Pour moi, c'est le projet est tellement lié qu'on peut pas se dire oui, mais ça vient du podcast, donc c'est pas la faute de la série. Parce que pour moi, ce qui vient du podcast, on peut aussi en parler dans la série, quoi. Ça fait partie aussi de la série. Ouais, mais en fait, je pense que c'est ça aussi qui va déterminer un peu ton approche ou le fait que tu vas rester lointain de la série. Et en vrai, c'est absolument pas pour critiquer le fait que, par exemple, vous ayez pu vous laisser aller. Et puis, par exemple, moi, j'étais loin de mon écran, mais j'avais l'impression qu'il y avait 3 kilomètres entre moi et mon écran, alors que franchement, il était sur mes genoux, quoi. Enfin, j'étais tellement à l'extérieur des choses, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est très basique ce que je vais dire, mais il faut être réceptif un tant soit peu à l'idéologie ou à l'esthétique de la série. Et quand je dis réceptif à l'idéologie, je dis pas qu'il faut être réceptif typiquement à la méditation, aux différents courants qui vont être évoqués, etc. Je pense que vous avez tous une distance avec ça et tous, même en ayant aimé la série, vous avez une approche aussi critique de ce qui peut être dit, de la manière dont ça peut être orientaliste, par exemple, etc. Mais par contre, quand je parle d'idéologie, je parle de la série elle-même et de qu'est-ce qu'elle fait, c'est-à-dire de qu'est-ce que présente la série comme étant son cœur, étant ce que elle veut apporter aux gens. Et en fait, elle veut apporter une esthétique hyper rentabilisante, où tout va être fluide en permanence. Par exemple, quand on parlait des invités, les invités, on a juste leur nom au début de l'épisode, mais à aucun moment, on va nous dire qui est vraiment la personne, etc. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis complètement naïve dans ce genre de domaine, au début, je pensais qu'on parlait avec des gens random, que Trussell avait rencontré des gens qui avaient eu des expériences hyper fortes dans leur vie et qui s'étaient tournés vers la méditation, etc., pour s'en sortir. Alors qu'en fait, c'est que des gens qui, d'une manière ou d'une autre, font un business avec ça, que ce soit un business de savoir, un business monétaire ou pas, mais en tout cas, ils sont pas transparents. C'est comme si la série était cette espèce de fourre-tout où tout paraît innocent, alors qu'en fait, tout est déjà sur un échiquier qu'on peut accepter ou qu'on peut aimer, mais qui n'est absolument pas un discours bien particulier. C'est comme si n'importe qui pouvait venir parler dans cette série, et comme si on pouvait s'abandonner et juste écouter des gens parler de leur vie, alors qu'en fait, c'est des gens bien précis, et qui vont tous avoir un discours commun, et pas tellement un discours commun par rapport aux idées ou par rapport au courant auquel ils se raccrochent, mais un discours commun de la parole qui va justement être très facile à écouter, qui va être très fluide. Et en fait, il va y avoir une sculpture de la parole et des images dans la série par rapport à cette approche de la vie. Et en fait, ces gens-là, ils défendent une approche de la vie sur laquelle, moi, je ne peux pas. Je glisse et je glissais sur ce qui se passait dans la série, encore une fois. Enfin, c'est très bizarre, je glissais pas sur ce qu'ils défendaient. Je pense à deux choses. Alors déjà, toute cette espèce de sculpture de la parole et la manière insupportable dont les Américains, États-Unis, de la côte californienne parlent et tout, genre c'est pas possible. Les gens qui font « Yeah, you know, oh yes, I exactly see what you say ». En fait, chez moi, je suis nulle en anglais, donc je peux pas reproduire ça. Mais en fait, c'est pas possible. Cette espèce d'entente permanente entre les gens, cette espèce de cercle absolument fermé, le fait qu'on va s'auto-contraguler parce que nous, on a compris que la drogue, on pouvait la prendre d'une certaine manière et tout. Mais en fait, mec, je sais, ou alors je sais pas, mais il y a une espèce de fermeture et de cercle clos de la parole pour que justement elle circule au mieux. Et ça va sculpter aussi les images. Et en fait, moi, je ne supporte pas l'esthétique de la série. Déjà que tout
continue en permanence à l'image, notamment l'épisode avec des clowns et des espèces d'hippopotames qui se font tuer en permanence. C'est pas tellement la violence du fait que des hippopotames se retrouvent réduits en steak haché, c'est le fait que n'importe quel corps à l'image, n'importe quel objet va s'ouvrir et va déverser une substance qui va aller dans tel tuyau et que ça va aller en permanence, et qu'en fait la série ne dit rien de ce circuit-là. Aussi le fait qu'il y ait une espèce de consommation en permanence, et le monde de la consommation est toujours à l'image, quoi. La série enjolive un rapport éthésien de l'Ouest au monde qui est pas du tout apaisant, quoi, qui est même catastrophique. Non, j'ai pas envie de... Mais je sais pas, moi je trouve pas qu'il l'enjolive tant que ça. En fait, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'aime la série. C'est qu'en fait, j'ai l'impression moi que la série a plutôt un regard qui peut prendre justement un peu de distance par rapport que ce soit au discours des invités ou justement à tous ces modèles. Il y a peu de choses qui sont montrées de manière vraiment positive, je trouve, dans la série. Et de toute façon, le personnage principal, je sais pas comment est Duncan Trussell en vrai, parce que j'ai pas entendu en détail ces podcasts ou quoi, mais Clancy, le personnage, en tout cas, il est pas du tout montré comme un personnage positif. Ouais. Et je trouve que justement, tous les discours, toutes les discussions qu'il a, il y a quand même un truc où c'est montré un peu comme des choses qui vont relever un peu de l'absurdité, relever des trucs qui ne sont pas fonctionnels sur le long terme. Justement, ce monde de l'épisode 2 avec effectivement ces hippopotames qui se sont découpés, qui parlent en gros de l'industrie un peu de la viande qui va être dans de la surconsommation, de la surproduction, etc. Non, mais en fait, c'est pas qu'ils enjoliveraient ou qu'il y aurait une espèce d'image qui se révélerait directement comme un enjolivement du mode de consommation de, par exemple, les États-Unis. C'est plutôt le background, en fait. Le fait que quand tu regardes les décors, quand tu regardes ce qui se passe dans les petits coins de l'écran et tout emprunte à un imaginaire des produits, etc. Je sais pas comment dire. Okay. C'est pas tellement que la série dirait que c'est vachement bien et tout. Je suis d'accord, au contraire, il y a une espèce de position un peu même désespérée des fois, etc. C'est plutôt le fait que ça ne questionne pas. En fait, je m'en fiche qu'une série se questionne ou pas. Enfin, on n'est pas obligé de faire du discours quand on fait des séries. C'est plutôt qu'elle s'appuie sur quelque chose d'éminemment glauque, en fait. Et notamment le dernier épisode, il y a quand même un fils et sa mère qui sont en train de parler de la mort, etc. C'est dans l'espace, et à un moment donné, il y a des paquets de chips qui flottent dans l'espace. Mais ni pour dire « Oh, c'est catastrophique, il y a de la consommation jusqu'aux étoiles », ni pour dire « Oh, c'est des super beaux paquets de chips », mais juste ça fait partie du vocabulaire intrinsèque de la série, en fait. Ça fait partie des formes, ça fait partie des rythmes, ça fait partie de la couleur. Et moi, je sais pas quoi faire de ça, en fait. Je sais pas quoi faire, en fait, de cette esthétique-là. Je sais pas comment la l'esthétique un peu maximaliste, on pourrait dire, non ? Une espèce d'addition de formes et de choses. Oui, aussi, ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de la consommation, même dans la surprésence d'animation, oui, et de choses qui bougent, et d'éléments qui vont... Ça, c'est vrai. Et je comprends que du coup, ça puisse aller aussi dans ce sens-là. Parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. Et rien que ça, c'est aussi... Par exemple, tu vois, je me posais la question de qu'est-ce qui me va pas dans l'animation entre le rapport entre image et discours, en gros. Parce que c'est trop facile, enfin, moi je trouve que ce serait trop facile si je disais juste « Oh, il n'y a pas de rapport entre les images et le discours », j'en fais une critique de la série. Parce qu'en fait, vous en avez tous très bien parlé, ça produit des choses en termes d'état d'esprit, etc. Et puis surtout, c'est une volonté des réalisateurs, directeurs, etc. de la série. Donc ça peut pas être directement quelque chose que je peux reprocher. Et néanmoins, l'animation, elle me paraissait fortement problématique. Et je crois que c'est exactement ce que tu dis. C'est fait cette proposition que tout va toujours fonctionner. Genre, le moindre élément, etc., il va toujours se balancer légèrement, il va toujours vaguement s'ouvrir, etc. Mais en fait, quelque part, cette agitation, elle n'est rien. C'est-à-dire que tous les éléments s'agitent, mais si tu regardes chaque élément, il n'y a pas une étude particulière du mouvement des objets qui vont être représentés, il n'y a pas une vision particulière du temps et de l'espace. Franchement, c'est vraiment pas hyper intéressant. À un moment donné, le personnage principal va voir ses voisins, et il y a une espèce de route en mode ruban de Moebius, qui est assez intéressante, et il l'emprunte même pas. Il passe dans les airs, il marche dans les airs. Enfin, je veux dire, il n'emprunte pas l'infrastructure que le monde semblait proposer ou semblait inventer. Il ne passe pas par là, il passe par les airs. Et en fait, ce ruban de Moebius, il reste à l'arrière-plan et il ne bougera pas parce qu'en fait la série est relativement fainéante. Mais ça, par contre, peut-être qu'il faudrait qu'après qu'on parle d'autres séries ou du mode de production de cette série-là et du temps qui a été accordé qui n'est pas forcément énorme. Mais en tout cas, il y a une économie, et pas une économie qui me satisfait comme par exemple l'animation limitée si tu vas regarder du côté des animés japonais, etc. Plutôt une animation intrinsèquement pauvre et qui est à la limite de l'infographie où on va créer des algorithmes, etc., pour que tout se balance légèrement, tout tremble légèrement, mais qu'en fait, en dessous de ce tremblement, comme si tu touches une jelly anglaise, t'as rien appris sur la constitution élémentaire des choses. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une illustration qui est en mouvement, mais qu'il n'y a pas d'animation, tu vois. Il va peut-être avec le podcast, je sais pas. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'avoue avoir été particulièrement sensible à l'animation. Ah oui, d'accord. Mais c'est amusant parce qu'effectivement, je m'étais pas forcément questionné sur l'aspect gluant, immatériel, très évanescent, très étrange et peu corporel, peu
prompte à adopter une structure humaine dans le déplacement, c'est-à-dire des espèces de personnages qui se déplacent et qui peinent parfois à se déplacer, qui tombent, dont les membres tombent. Mais pour le coup, je le prenais de manière beaucoup plus innocente et vraiment comme une sorte de délire, on va dire, d'animateur ou de bande dessinée, puisque je trouve que la série emprunte beaucoup à la bande dessinée pour adultes, qui est prompte à l'abjection et aussi à la profusion de signes. Je pense à Pixies de Max Anderson ou à Moog Hall and la BD très connue de Simon Hanselman, qui elle aussi va additionner les abjections, on peut dire. Mais en fait, il y a dans cette espèce d'idée d'évanescence, je sais pas s'il me convient en plus, dans tous les cas, cette espèce d'idée de fouillis, de malléabilité des corps, quelque chose qui se rapproche plus de Masaaki Yuasa, plus que de ce que tu appelles de la consommation, c'est-à-dire que c'est une manière d'animer un monde, de montrer qu'il est vivant et qu'il existe au-delà des discours des personnages, c'est-à-dire que dans l'épisode justement où l'on voit les hippopotames être réduits en charpie, il va y avoir cette espèce d'idée de rébellion qui va montrer, on va dire, un espèce d'univers qui existerait au-delà de ce que disent les personnes, comme si cette simulation, elle accueillait des personnes qui existaient aussi réellement, qui avaient une réelle histoire, et ça se voit dans l'épisode 5, celui que je qualifiais de douteux, puisque on voit que le prisonnier, il est très occupé à ce que son co-prisonnier aille bien, et quand son co-prisonnier meurt, à de nombreuses reprises, à la dernière séquence, il va mettre une couverture sur lui comme un linceul, quoi. Donc il va y avoir une espèce de vrai univers où les gens vont se reconnaître et vont être attachés aux uns aux autres. Après, dans l'épisode 5, c'est assez particulier puisque l'attachement aux autres va se faire par la reconnaissance de sa propre image. Le prisonnier se reconnaît dans l'autre et va avoir de l'empathie parce qu'il se reconnaît dans l'autre. Ça rejoint cette espèce d'idée très personnelle, très individuelle du rapport au monde. Ça me rappelle aussi le film La Blonde Explosive avec James Mansfield, où tu as un héros qui va gravir les échelons et être au top de la société, puis ensuite il va se dire que, bon non, finalement, le monde il est fait pour les Américains moyens comme moi, donc je vais retourner à mon poste de subalterne. Ce qui est une manière très étrange de voir les choses, qui est même, je dirais, presque propagandiste. C'est un super film par ailleurs, hein. C'est pas une critique. Voilà, quelque chose de toujours assez individualisé, mais c'est aussi une manière, je trouve, de montrer que l'individu, même si, selon ce que dirait la série, l'univers serait une espèce de somme de phénomènes que l'on ne serait amené qu'à observer, il y a quand même ces phénomènes qui, malgré tout, existent par-delà ce que peut vivre l'individu. Donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui se déploie dans le déploiement des signes, qui dessine plutôt un univers qui va s'opposer à l'imaginaire qui est celui de la consommation et aussi un peu de la promotion, parce que je pense que quand les personnes sont invitées, c'est parce qu'ils connaissent les personnes, mais on se rend compte que cette spiritualité, comme tu le dis, va se monnayer, quoi. La personne dont je parlais, qui est maître S Bitcoins, est aussi maître S spiritualité. Il vend des livres, etc. Voilà, il y a quand même quelque chose d'assez complexe qui se crée dans cet univers-là. C'est l'idée de la simulation. Justement, dans le programme, il y a quand même des bugs, étant donné que le simulateur est mal entretenu, qui plante. Quand je pense par exemple, notamment l'épisode 4, qui est en mode un peu dark fantasy, c'est celui qui ressemble le plus directement, on pourrait dire, à Adventure Time, dans l'idée de la quête, qui suit des pistes un peu farfelues et où t'es pas sûr de comprendre tout comment fonctionne. Je suis pas certain que ce soit si programmatique que ça. Si l'idée d'un consumérisme est évoquée dans la série, elle est poussée jusqu'à son autodestruction en tout cas. Et c'est assez curieux parce que même Duncan Trussell, tu vois, en entretien, il a pas l'air de bien saisir tous les tenants et les aboutissants de la production d'une série d'animation et d'être assez ignorant sur la question de la sous-traitance en Asie, par exemple, et de pas comprendre que oui, c'est... Même si c'est pas vraiment des esclaves, c'est quand même des personnes qui sont un peu exploitées, enfin... faut se renseigner sur la question, mais c'est pas toujours joyeux ce qui se passe en Corée du Nord. En Corée du Nord ou en Thaïlande. Hein, non, mais je donne cet exemple, mais tout en Asie de l'Est, en dehors du Japon, concrètement, c'est pas... Même au Japon. Hein. Oui, tu me diras, mais c'est bon, disons que c'est là qu'il y a les sièges, quoi, si tu veux, et ce qui se passe dans les branches, c'est moins reluisant, disons, mais c'est clair que c'est un problème inhérent. J'ai quand même envie de défendre un peu l'animation, parce que je suis content que tu fasses référence à Yuasa, parce qu'effectivement, c'est pour moi, on y est vraiment. Agathe a hoché de la tête. Non, mais Simon, tu voulais te dire quelque chose que moi j'ai noté plusieurs points, alors... C'est vrai que tu as préparé un dossier depuis les interventions tout à l'heure. Je voulais juste compléter ce que tu disais, Simon, sur la question de l'animation. Moi, effectivement, je l'ai aimé aussi. Je comprends qu'on puisse être gêné par ce côté surabondance de mouvements permanents, qui peut paraître un petit peu excessif aussi. Mais je trouve aussi que dans ce côté qui bouge en permanence,
il y a aussi tout ce que va développer la série qui va être assez cohérent thématiquement pour moi avec l'instabilité de toutes les choses et le fait que toutes les choses vont vers leur fin en permanence. Parce que pour moi, le mouvement dans la série, il est beaucoup lié au fait que les choses se détruisent. C'est-à-dire que tout va se détruire en permanence, va s'ouvrir, va pourrir, va devenir autre chose, va se transformer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de cette idée qui va pouvoir aussi être portée par ce mouvement permanent. Et du coup, pour moi, il va plus aller dans cette direction, dans le sens du mouvement, de la perte ou de l'instabilité, que dans le côté surconsommation, ou dans le côté, surprésence, côté excessif, côté un peu, on nous gave un peu les yeux, quoi, alors qu'il n'y aurait pas forcément besoin d'autant. Pour moi, il y a ce côté-là qui peut faire partie un petit peu de ce qui m'a plu et de ce que j'ai trouvé que la série racontait, en fait. Vas-y, Agathe. Non, mais déjà, c'est marrant parce que toujours face à mon incompréhension de la série. En fait, moi, la série, je l'ai vue là il y a 2 jours, mais j'avais vu le premier épisode il y a plusieurs mois que j'avais déjà pas aimé. Enfin, bref, c'est vraiment un rapport conflictuel avec cette série qui m'avait déjà un peu déprimée et tout. Mais par contre, du coup, j'étais un peu sur la surprise de justement ces voix qui ne s'arrêtent jamais, l'image qui continue, et je n'appréciais pas, mais je voulais quand même comprendre pourquoi. Et j'avais pensé à Masaki Yuasa. Je l'avais pensé à Masaki Yuasa, non pas tellement pour me dire ah c'est marrant, c'est la même chose. En fait, je me rends compte qu'on n'a pas expliqué qui est Masaaki Yuasa. Je sais pas si tu veux, parce que alors moi, pour improviser des explications. Allez, Simon, let's go. Oui, je suis le Vas-y, pro des Simon. explications, tout le monde le sait. Masaaki Yuasa, c'est un animateur à la base qui est devenu réalisateur avec le film Mind Game qui l'a fait connaître internationalement, puis qui a ensuite enchaîné les séries, d'abord originales chez Madhouse, puis ensuite les adaptations de Ping Pong notamment et de Devilman de Go Nagai. Mais si je parlais de Yuasa, c'est parce qu'il a un style qui est dans la profusion de couleurs et de gestes, qui est un style assez enfantin, parfois rond, parfois très anguleux, et qui va justement valoriser quelque chose de très pimpant et presque tape à l'œil parfois, et qui va même aller dans cette espèce de côté un peu discursif, en tout cas dans l'idée d'une balade, comme dans la série Kaiba, ou encore dans son court-métrage Catsup, qui n'est pas réalisé par lui, mais qui est simplement scénarisé, dirigé de l'animation et storyboardé par lui, bon ça fait quand même pas mal, qui lui aussi va partir sur une espèce de côté un peu spirituel, même si là c'est plus gaguesque qu'autre chose, et dans l'idée d'un espèce d'univers liquide, quelque chose de pas forcément très construit, des corps assez étranges, même si ça va pas être du tout aussi gonflé en termes de signes que la série de Pendleton Ward. Voilà, c'était juste pour expliquer qui est Yuasa, je te laisse poursuivre, Agathe. Mais alors, merci Simon pour ce résumé de Masaki Yuasa. Et donc moi je pensais à Masaki Yuasa, pas tellement pour me dire que ça ressemblait à ce que je voyais, mais pour me dire c'est quand même fou parce que Masaki Yuasa, à chaque fois qu'il fait quelque chose, j'aime beaucoup. Et là on est potentiellement dans une approche un peu similaire de la profusion, etc. Et il se passe rien. Et du coup j'avais... Dans le même temps, à ce moment-là, je regardais Tatami Galaxy de Masaki Yuasa, qui est une série complètement improbable parce que le personnage principal va toujours parler en voix off, on est toujours dans sa tête, et je crois qu'il parle, il parle en japonais, mais je crois que c'est clairement perceptible, même quand on comprend pas la langue, qu'il parle incroyablement vite, que le rythme de la voix est juste effroyable, que ça s'arrête jamais, et que la série fait cette espèce de pari qui est complètement pénible pour l'attention de celui qui regarde, mais que moi, pour le coup, j'aime beaucoup, qui est que les images vont s'accrocher à la voix, elles vont littéralement suivre la voix. C'est-à-dire que si le gars dit très rapidement où est-ce que se situe géographiquement l'histoire de Tatami Galaxy, il va y avoir une suite hyper rapide, presque clignotante, de tout un tas de cartes d'apparence complètement différentes, etc., pour suivre le rythme de la voix du narrateur. Donc en fait, on est un peu, pas du tout dans la même situation, mais on est quand même dans une série où la voix est très importante, la voix prend toute la place, et les images ont une trajectoire déterminée par ce qui est dit. Et en fait, moi, ce qui me plaît énormément chez Yuasa, et en cherchant ce qui me plaisait dans Tatami Galaxy, j'arrivais un peu à trouver en creux ce qui me plaisait pas dans Midnight Gospel, c'est que l'image est complètement menacée par la voie d'annihilation en permanence. Et par exemple, Tatami Galaxy, c'est la vie sur un campus d'un jeune homme qui n'arrive pas à s'intégrer, qui va décider de participer à la vie des clubs. Et c'est adapté d'un roman, donc il y a aussi une matière hétérogène à l'animation, tout comme dans Midnight Gospel, il y a la matière hétérogène du podcast. Donc encore une fois, on peut éventuellement continuer à filer la comparaison. Et à un moment donné, il va décrire toutes les sortes de clubs qu'il y a, et il va décrire ses souhaits de participer à tout ça. Et j'ai pas des souvenirs exactement précis des plans, mais on va voir très rapidement à l'image toutes sortes de clubs, et surtout au bout d'un moment, lui il va parler un peu de tous ces gens qui courent toujours après de l'activité, et là va y avoir une foule d'étudiants qui va courir vers une corde, mais c'est complètement métaphorique, et ils vont s'accrocher à cette corde, il y a des gens qui dégringolent, etc. de cette corde, et à ce moment-là, l'image suit absolument la parole jusqu'à trouver une espèce de métaphore complètement random. Et en même temps, c'est extraordinaire
parce que c'est complètement pas naturel en fait que l'image suive les choses à ce point-là. Et en fait, derrière les gens, l'image va devenir complètement noire. Et en fait, il y a toutes ces sortes de moments-là où les images vont complètement quitter leur milieu, vont se retrouver devant des grosses plages noires où des fois, il y a des éléments dans l'image qui vont être isolés, etc. Parce qu'en fait, les images courent en permanence, littéralement, après une parole qui est absolument pas normale et qui est complètement aberrante, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de crever de solitude. Et en fait, tout fait un sens complètement dingue, non seulement en termes de propositions esthétiques, mais aussi en termes de ce que ça dit, etc. Et du coup, il y a une espèce de cœur émotionnel qui est servi par à la fois ce qui se passe et ce qui est perceptible de l'histoire, mais qui est aussi servi par une espèce d'usage intelligent, même si encore une fois, je suis pas fan de l'idée que tout le monde réfléchirait en permanence à ce qu'il est en train de produire en animation. Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors qu'en fait, dans Midnight Gospel, l'image elle roucoule grave pendant que les gens y parlent. Tout le monde vit trop bien sa vie et il n'y a pas vraiment de communication entre les deux qui soit de l'ordre d'une espèce de prise de risque où chacun bénéficierait de la présence de l'autre, quoi. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, quand je pense à Yuasa, je pense à la limite à un espèce de contre-exemple. Et pour reparler du consumérisme, je crois que j'ai été un peu basique. Et je pense que Simon, t'avais raison de dire que c'est pas non plus si évident, ou alors Alexandre, tu disais que c'était pas non plus programmatique, le consumérisme et d'autres choses dans la série et tout. Je suis d'accord, hein, je suis pas en train de dire que il y a quelque chose au premier degré, mais par contre, il me semble que par exemple, je parlais d'un consumérisme aussi dans l'approche du travail de la série, et on parlait d'Adventure Time, et en fait c'est marrant parce que Adventure Time, c'est pareil, c'est des petites aventures, c'est des petites histoires, c'est dans des mondes toujours différents, c'est des petits épisodes, c'est la même durée et tout, et ce qui est marrant c'est que Adventure Time me paraît 1000 fois plus vaste, et pas seulement parce que ça fait 7 saisons, et là 8 épisodes, je veux dire, ça me paraît beaucoup plus vaste dès le premier épisode d'Adventure Time, sans connaître la suite, parce que je pense qu'il y a une économie du travail sur Adventure Time qui est complètement différente et qui est une économie du temps. Mais ça, c'est aussi parce que ça dépend du mode de production. Mais en gros, une économie du temps, pourquoi ? Parce que Adventure Time, ça va durer que 20 minutes, mais en fait, les gens, ils bossent pendant des mois sur les mondes inventés. Il y a des grosses équipes de scripts, des grosses équipes de décorateurs. Les storyboarders, c'est des ouf. Enfin, franchement, moi, je regarde ce qu'ils font sur Instagram, etc. Mais c'est des gens qui dessinent tout le temps, etc. Et en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de travail complètement enfoui sous l'apparence simple de Adventure Time, des bases hyper solides. Et en fait, je pense que c'est ça où les choses qui sont apparemment simples sont toujours réussies, c'est quand on sent que ça existe absolument. En fait, on regarde, ça dure que 20 minutes, mais on sent que genre, etc., ça existe profondément parce qu'en fait, il y a un travail dont on n'a pas forcément conscience, mais qu'on perçoit quand même, et qu'il y a un travail qui fait le choix de la lenteur, qui fait le choix de la thune aussi, et qui les a trouvés. Donc, faut pas non plus mettre tout le monde en lien. Mais je trouve ça vraiment extraordinaire, Adventure Time. Et c'est marrant parce que Adventure Time, du coup, quand Adventure Time parle du deuil ou de la disparition, etc., moi, je comprends absolument. Quand les invités de Midnight Gospel parlent du deuil et tout, je suis là, mais bande de bolos, mais genre, rentrez chez vous, arrêtez de parler, quoi. C'est vrai que Ça sur me- la même thématique, Adventure Time aussi, avec une simplicité presque caricaturalement opposée à la façon dont parlent les invités de Midnight Gospel, avec une simplicité que ce soit dans la mise en scène ou dans l'écriture, arrive à être super juste. Là-dessus, je suis totalement d'accord, Agathe. En tout cas, il y a quand même des points qui se recoupent parce qu'il y a des voix qui sont les mêmes. Et je pense à Adventure Time parce que Adventure Time aussi, des fois, a ce côté hyper rassurant de quelqu'un qui te parle. Et tu as envie de t'endormir ou de te confier absolument à ce que va te dire cette personne-là. Enfin, moi, j'étais bloquée dans Midnight Gospel, mais du coup, quand je parlais de consumérisme, je pense que c'est aussi lié à une approche du travail et du temps au sein du travail de l'animation, et je pense que Midnight Gospel repose trop sur Pedantal War, qui est pas la personne à qui je fais le plus confiance au monde, à trouver un podcast méga stylé et à se dire attends mec, on va mettre des attaques de zombies quand tu parles de la drogue et ça va être génial. Et en fait, résultat, tu enchaînes un tas de mondes qui sont essentiellement des symboles et des simples apparences, parce que pour moi, il y a ce côté un peu de la recherche de ce qui va faire signe et stylé immédiatement, mais où je crois qu'il n'y a pas un travail très approfondi derrière. Et je crois que Ward se vante d'avoir fait un monde hyper étendu où tout est calibré au millimètre près pour faire sens. À mon avis, c'est faux, mais ça vient peut-être aussi du fait que la série est produite par Netflix. Et Netflix n'est pas très fort pour produire des séries d'animation, et notamment parce que je pense que les délais, etc., sont dans une efficacité et une rapidité qui n'est absolument pas, par exemple, celle que Cartoon Network a fini par accorder à Adventure Time, où des fois, ils passaient un mois sur un seul épisode, et vous avez la possibilité de poser tous les épisodes en même temps, et donc d'accorder énormément de temps à quelque chose qui allait durer que dalle pour les gens devant leur télévision ou leur ordinateur. Timur, il me semble que toi, tu avais un peu commencé à parler, au moins pendant un brainstorming, du fait que c'était sur Netflix. Oui, bien sûr. Netflix, c'est ce que je trouvais intéressant dans cette série-là, c'est que je pense que c'est une plateforme qui recherche la légitimité et les gros noms. C'est-à-dire que les premiers projets pour lesquels on a entendu parler de Netflix, c'est quoi ? C'est House of Cards en premier. Et c'est quoi House of Cards ? C'est la série où David Fincher a réalisé des épisodes. Et David Fincher, il est resté sur Netflix. Il y a Guillermo del Toro qui va faire un projet. Il y a Bong Joon-ho qui s'est fait
fait produire un de ses films sur Netflix. Il y a Noah Les Baumbach. Wachowski, Orson Welles, enfin oui, ils cherchent du gros. Ouais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'ils ont fini le film d'Orson Welles, puis ensuite ils ont fait Manque, un film qui dit que Orson Welles n'a pas grand-chose à voir avec la réussite de Citizen Kane. Bon. Et en termes d'animation, on a Pendleton Ward, un gros nom d'animation, qui va faire un projet où il a carte blanche, et je pense vraiment qu'il a eu carte blanche, parce que qui financerait un podcast animé comme ça, de but en blanc, avec quand même un soin qui est apporté, qui n'est pas celui des podcasts animés qu'on retrouve sur YouTube et compagnie. Pas beaucoup de plateformes, et donc du coup il y a cette idée d'un Netflix qui va se faire un beau costume sur ces noms prestigieux qu'il va convoquer. Mais effectivement, je pense pas tant que ça, que ce soit une série qui soit si peu soignée. Enfin, dans tous les cas, j'en ai pas l'impression en regardant la série. J'ai pas du tout cette impression-là. J'ai eu l'impression, au contraire, d'une série qui a été assez polie, qui a été assez pensée. J'ai pas l'impression d'un manque ou d'une espèce de baisse de qualité en termes d'animation. S'il y a un problème, c'est un problème qui est plus général en termes d'esthétique. Mais je me demande si Netflix maintenant pourrait autoriser des projets comme Midnight Gospel, ou si Midnight Gospel a été si cher que ça finalement à produire. Parce que ce que je me dis en regardant ça, c'est que Netflix, c'est aussi une plateforme qui va calibrer ses programmes pour correspondre à des audiences particulières. Alors, en termes d'animation, c'était pas forcément trop ça, surtout en animation japonaise, où il y a eu plein de projets très bizarres, vraiment très étranges, qui ont été faits sur Netflix. Hier, j'ai regardé une série qui s'appelait ID Zero, enfin le premier épisode. C'est une série un peu de mecha, avec un univers un peu dark, et le début, c'est que des personnages qui discutent dans un univers assez complexe. Vraiment un truc Ça vraiment ressemble très exactement à étrange. Midnight Gospel, ouais, c'est ça, complètement. Ouais, c'est Il y a une vrai, continuité. mais j'ai trouvé ça beaucoup plus fouillis dans ID Zero. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre, un espèce de calibrage qui est recherché pour correspondre à des publics très spécifiques et particuliers, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont forcément adopter un temps plus vaste pour ces programmes qui sont parfois assez ambitieux, et que ça va être plus parcimonieux avec des grosses sorties comme The Irishman, qui ne sont même pas les films qui fonctionnent le mieux sur Netflix. Je pense que Red Notice, par exemple, c'est vraiment conçu pour être le gros succès populaire de Netflix, ou encore Squid Game. Yes. Squid Game, mais je sais pas si ça avait été conçu pour être le gros succès populaire, même Ah, si, s'il y si, avait c'est- beaucoup de promotions. Bon, je sais pas. Bon. C'est Ouais. une énorme machine, mais il faut rappeler quand même que c'est qu'une série d'une seule saison de 8 épisodes, tu vois. On pourrait aussi penser à d'autres petits projets comme ça qui font partie des choses que je garde soigneusement dans ma liste Netflix et qui me font ignorer tout le reste. Devilman Crybaby du Assad, qui est une série de 13 épisodes, je 10 crois. seulement. Ouais, mais elle a il me été semble. produite très vite, cette série-là. Et elle L'économie- accuse quand même l'économie Ouais, de clairement. ses moyens. Elle démontre aussi l'inventivité, la Oui, parce que praticité de Yuasa tout ça. est plus intelligent que Pendleton Mais Ward. il exploite aussi et plus Duncan ses équipes. Trussell. Après, Iwasa, il a aussi fait Tokyo. Mince, je sais plus le nom de cette série là. Il a co-réalisé Ah oui. ça, Tokyo 2020. Il a co-réalisé Japan ça Sinks. Japan beaucoup. Sync. Japan Sinks, merci. Ouais, il a- Voilà. Il a quand même la co-réalisé, moitié ouais, du c'est- rôle dans la création de cette chose. Alors je crois que sinon toi t'aimes bien, non? J'ai pas vu pardon, Japan pardon. Tu Sync. m'avais dit, je pense que j'aimerais parce que. Ouais, ouais. Ok. Mais juste pour dire, effectivement, ça fait partie de ces projets un peu fous. Je sais pas, je penserais aussi à, pour parler de séries en prise de vue réelle, je penserais à The OA ou par exemple, pareil, les difficultés qu'avaient rencontrées. Les sœurs Wachowski, peut-être Ah Tout oui, à fait, ouais. Sense8, tu vois, il y a énormément de projets qui souvent sont des projets qui reçoivent beaucoup d'attention et pas mal de louanges des critiques, en tout cas de l'intérêt, c'est assez notable. Et c'est souvent effectivement des projets qui sont boudés. Pour revenir sur des questions d'économie, c'est parce que des séries comme, je sais pas, Squid Game ou Stranger Things ou d'autres films du catalogue qui marchent bien, c'est ce qui les autorise à sortir des projets qui peuvent être exigeants, qui peuvent être sinon pointus, disons, tu vois, dans le choix des personnes avec qui collaborer. Et j'ai pas l'impression que ce soit les séries sur lesquelles Netflix démontre ou applique son formatage. Oui, clairement. Midnight Gospel, c'est pas très stratégique comme série en vrai pour toucher beaucoup de gens. Par contre, sur Midnight Gospel, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné et je sais pas vraiment l'origine de ce fait-là, mais on a parlé beaucoup de Pendleton Ward et de Duncan Trussell qui sont donc les deux têtes un peu du projet, mais il y a aussi quand même Mike Mayfield qui a co-scénarisé avec eux tous les épisodes, qui était directeur du scénario des épisodes. Et ce mec-là, peut-être qu'il est plus pour le coup relié à la base Netflix, on va dire, parce que c'est quelqu'un qui travaille dans pas mal de productions d'animation Netflix, notamment Big Mouth par exemple, et qui a aussi été, alors pas sur Netflix pour le coup,
mais qui a été scénariste de Mr. Pickles. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça vient de là, tout ça, d'accord. Ok. Ça peut aider à comprendre, on va dire, certains motifs qu'il peut y avoir dans Midnight Gospel et le côté justement un peu gore excessif et tout ça. On peut voir une origine de son côté. Et je sais pas dans quelle mesure lui, pour le coup, a été amené par Netflix parce que je sais que c'est un collaborateur des productions d'animation de Netflix depuis longtemps. En tout cas, voilà, il y a aussi cette personne dans l'équation, je pense, qui est importante à pas ignorer. C'est intéressant que tu parles du coup de Mr. Pickles parce qu'effectivement, en revoyant la série, j'ai plus eu l'impression. Enfin, le formatage tenait plus d'un truc Adult Swim en fait Ouais, complètement. que d'un. Adult Swim ou adulte, on parlait des productions Bobby Spills au départ, mais effectivement, il y a cet imaginaire de adulte égale gore et humour potache. Et c'est quand même quelque chose qui est extrêmement récurrent. Même, je pense, je sais pas, j'ai pas vu cette série-là pour le coup, mais BoJack Horseman, Ah non, je non, suppose c'est pas que la ça même n'y chose. échappe Jack pas. Horseman, quand même. Ouais. C'est pas, non. Pour le coup, Ok, très c'est bien. vraiment différent. Mais très bien, je Ok, voulais pas Simon. t'offenser. Non, je suis pas offensé du tout, c'est juste que c'est pas du tout. Enfin, pour le coup, alors peut-être au tout début, mais c'est pas du tout dans le gore gratuit pas ou gore, dans le. ouais. Non, Ouais. vraiment pas. C'est pas le même délire. C'est plus de la sitcom, ouais. Ouais, c'est ça, de la sitcom qui Enfin, tourne. pour le dire très Ouais, vite. complètement, c'est plus le délire sitcom qui va tourner vraiment au drama très sérieux par la suite. Mais il y a pas tout ce délire où on va mettre du sexe, du gore et. Ouais, mais voilà, en fait, c'est-à-dire que les trucs adultes, soit il y a le format sitcom hérité des Simpsons, comme par exemple Bob's Burgers qui a existé sur la Fox, ou justement BoJack Horseman. Mais il y a aussi le format humour trash, je dirais pas hérité de South Park, mais voilà, comédie Ouais, centrale complètement. Adult Swim. Mais on n'est pas Qui- loin de ça, ouais, quand Rick même. et Morty et compagnie, hein, bien sûr. Et parfois, c'est les deux. Souvent, Mais c'est les deux. même. Rick et Morty a un côté assez sitcom en vrai. Dans certains épisodes, dans les premières saisons, tu retrouves de l'humour familial. C'est vrai qu'il y a un côté enfin, de Simpson, l'humour hein. familial, ça veut Il y a rien. un côté Simpson. Bah, Oui, on va pas faire un podcast sur Rick non, et non, non. Morty. non, mais ça fait partie de cet Ouais. univers-là. Moi, je trouve, comme je disais au début, hein, que pour moi, Midnight Gospel, justement, arrive à contrebalancer ça. Là où beaucoup de séries, notamment Rick et Morty, ont du mal à le contrebalancer, ou en tout cas n'ont pas envie de le contrebalancer, c'est possible aussi. Et je trouve que Midnight Gospel y arrive justement par cet équilibre, peut-être un peu fait à la truelle, mais entre justement ce premier degré, cette sensibilité, cette un peu exagérée, et ce côté trash et tout. Et puis peut-être aussi la patte de Pendleton Ward, qui est dans une espèce de créativité un peu naïve, et qu'on va retrouver, je trouve, un petit peu quand même, hérité d'Adventure Time sur Midnight Gospel. Avec aussi quand même, toujours l'aide de Jesse Monian, qui est le directeur artistique de la série, et qui a beaucoup bossé sur Adventure Time aussi, notamment sur le scénario et les storyboards de plein d'épisodes. Donc quand même, il y a un petit peu de l'esprit storyboard et écriture Adventure Time dans Midnight Gospel, mais c'est vrai que l'écriture n'a pas tant que ça la place de s'exprimer finalement dans la série, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent plutôt du podcast en vrai. Je voulais faire une petite parenthèse, ou plutôt étendre ma réflexion en parlant du dernier épisode. Comme je le disais, je trouve que c'est un épisode qui se détache du reste, parce que je trouve que c'est un épisode qui est beaucoup plus illustratif entre guillemets et beaucoup plus simple aussi, c'est-à-dire que Duncan va interviewer sa mère qui est vraiment sa vraie mère, hein. C'est pas la mère de Clancy, il interviewe sa vraie mère avant qu'elle meure en fait, c'est-à-dire 3 semaines que avant, ouais. exactement, il interviewe sa mère 3 semaines avant sa mort, et je trouve que cet épisode-là, il y a quelque chose de beaucoup plus concret et moins l'impression d'une espèce de découpage où quelqu'un va se vendre, beaucoup plus proche des émotions, qui m'a parlé. Et il m'a pas parlé juste par rapport au pathos qui se crée par rapport à la mort future de la mère réelle de Duncan, mais c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, tout ce qui est dit sur l'esprit et la méditation va rejoindre quelque chose de beaucoup plus concret, parce que ça s'incarne à l'image, et aussi parce que j'ai l'impression que ça rejoint des espèces de mécanismes que, bon là c'est un peu story time, des mécanismes que je me crée aussi personnellement pour, on va dire, déstresser ou me sentir plus proche de l'instant présent, entre guillemets, quelque chose qui tient de petites techniques assez simples qui va s'opposer à la profusion d'idées, de connaissances assénées comme des espèces de leçons ou même des mantras pour se prouver que oui, on est plus ouvert, on a une spiritualité qui est quand même assez étendue, qui va rejoindre quelque chose qui tient aussi de l'acceptation de la mort. Et donc du coup, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple et beau, même si on va retrouver quelque chose d'un peu plus potache ensuite, en milieu d'épisode, et qui va conclure la série sur une note beaucoup plus belle et lumineuse, d'autant que le personnage va retrouver des personnages qu'il avait vus dans les épisodes précédents, et donc du coup il va y avoir cette idée que même si on était dans une ambiance très trash, très potache, parce que finalement tout ça n'était qu'une simulation, quoi, vraiment une sorte de jeu vidéo, bah finalement ces personnes-là, elles ont compté et elles ont existé malgré tout, quoi. Donc il y a quelque chose qui là aussi va contredire l'esprit un peu orientaliste, bouddhiste, phénoménologique de la série.
pour rejoindre quelque chose de plus simple et de plus terre-à-terre. Il y a un truc juste que je trouve, pour compléter, très touchant dans cet épisode aussi, dans la manière dont il est conçu, c'est le fait que, bon, globalement, la série parle beaucoup du fait d'utiliser des simulateurs et de se projeter dans des mondes virtuels qui n'existent pas pour y faire un peu ce qu'on veut. Et là, en fait, le fait que, techniquement, cet entretien avec sa mère, il puisse pas du tout revenir dessus. Et le fait qu'en fait, tout d'un coup, dans ces simulations, sa mère l'appelle Duncan et l'appelle pas Clancy, quoi. Moi, j'ai trouvé ça hyper fort, genre ça m'a vraiment touché, parce qu'il y a ce côté où on est dans un simulateur dans le monde de Midnight Gospel, mais aussi un peu dans le monde réel. Et genre, là, t'as le monde réel qui arrive et on peut pas y échapper, quoi. Il y a un truc où, alors au-delà d'épisodes qui m'a vraiment plu, et effectivement, je pense que c'est beaucoup aidé par le fait que là, c'est pas quelqu'un qui vient en qualité de professionnel. Alors même si la mère, je crois, de Clancy Duncan travaille quand même dans un truc qui est un peu en lien avec la méditation, mais là, elle est vraiment là en tant que sa mère, et pas en tant qu'une personne qui va gagner de l'argent en parlant de méditation. Et je trouve qu'il y a quelque chose, effectivement, je pense que tu faisais référence à ça, Simon, quand elle lui apprend une espèce de méthode très simple à comprendre pour le coup de comment méditer, comment être vraiment dans l'instant présent. Et ça marche hyper bien, et même la façon pour le coup dont l'animation se colle au discours dans cet épisode, je trouve que c'est assez fort. Tu parlais de l'orientalisme et tout, mais le dernier mot qu'on entend dans la série avant le générique, je sais pas si ça vient d'un podcast ou d'un entretien, mais ça vient de Ramdas, qui est un type qui est évoqué à plusieurs reprises dans la série, qui était donc à la base un chercheur et collaborateur de Timothy Leary, donc très intéressé par l'usage notamment du LSD et de la psilocybine, et qui, comme pas mal de gens dans les années 60-70, est parti en Inde pour étudier les méthodes de méditation, sans doute le yoga auprès de gourous. Je crois que c'est à peine 4 mots, c'est Be There Now, tu vois, enfin, je crois Be Here Now, il me semble. Ah oui, c'est ça, ouais, Be Here Now. En référence à son bouquin, je crois que c'est un truc comme ça, qui vient juste conclure un peu, ramener, comme tu disais, j'ai l'impression que le dernier épisode ramène un peu à lui tout ce qu'il a éparpillé avant, et t'aide un peu, enfin te file des techniques, ou te raconte plus simplement, plus directement une histoire, ou un échange que tu peux mieux saisir pour intégrer ces éléments-là. Disons qu'il fait un peu conclusion. Aussi, dans cet épisode-là, on ne retrouve pas du tout un monde qui va être très violent et compagnie. On retrouve cette idée de mutation, mais ce qu'on va voir, c'est des oursons façon bisounours qui vont faire des expériences. Et on va voir dans ces expériences-là que tout le monde n'est pas réceptif à des formes d'appréciation de la même manière. Et donc là aussi, on va rejoindre, bon, encore une fois, l'idée d'individualité, mais aussi l'idée que les individus n'existent pas tous ou ne ressentent pas tous des émotions de la même manière. Et en ce sens, je trouve que ça vient un peu nuancer le constat qui a pu être fait et l'espèce d'idée générale qui se dégageait du reste de la série. Ouais. Je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que je trouve que le deuxième visionnage peut être plus agréable aussi que le premier, parce qu'en fait il donne presque les clés pour comprendre un peu l'intention de la série pour moi, cet épisode. J'ai l'impression qu'il éclaire un peu la série à reculons, quoi. C'est ce qu'il te reste à faire, Agathe. Voilà, bah non, mais c'est Ah ouais, finalement... non, c'est mort. il suffit de la regarder 2 fois. Non, c'est pas vrai, parce que la plaisante. première fois en général... Enfin, moi je l'avais aimé la première fois en fait la série, avant le dernier épisode, donc c'est pas non plus comme Ouais. si je disais qu'on pouvait pas l'apprécier tant qu'on n'a pas vu le dernier, c'est pas du tout ça, c'est juste que ça rend plus simple d'accès, je dirais. Le deuxième visionnage est peut-être plus confortable. Après, je dirais que globalement, vu comment les épisodes ils sont speed et bavards, globalement, c'était quand même plus confortable d'avoir déjà vu les épisodes en fait avant de les voir. C'est con, mais je trouve que du coup, c'était moins éprouvant, moins violent en termes de surenchère permanente de le voir pour la deuxième fois, quoi. Mais aussi, j'ai un peu d'affection pour le dernier épisode. Ça y est. Quand même. Ça Même y est. si, à mon avis, il y a des trucs qui sont On trop a la laids. faille. Genre, par exemple, quand la mère et le fils se parlent et ressemblent à des planètes, ils sont en train de se dire des trucs super graves. Et genre, moi, j'étais là, mais enlevez les planètes de l'écran, s'il vous Oh plaît. non, mais attends, c'est quoi cet J'ai esprit envie de là? mourir tellement c'est moche. Attends, mais c'est Adventure Time, ça, Agathe, ça c'est Adventure Time. Non, Ah, si, absolument ah, si. pas. Genre, la forme des yeux et de la bouche est pas donnée. Adventure Time n'aurait jamais permis une ignomie Ah bah pareille. c'est pas les mêmes. Vraiment atroce. C'est pas les mêmes. Mais par designers. ailleurs, moi je trouve que c'est aussi le moment où ça prend son sens, quoi. Où en fait, tout ce qui va être rapport à la méditation, etc. Je crois que les autres intervenants ont quand même connu des choses pas simples, etc. Donc c'est pas exactement vrai ce que je vais dire. Mais moi, c'est que à cet épisode-là que j'ai senti une espèce de charge concrète. C'était pas juste méditer pour que ta vie, elle soit... C'est pas vraiment ce qu'ils disent, mais quelque part, c'est un peu des gens qui, tout en voulant traverser la mort, etc., vont un peu se défausser aussi. Mais le dernier épisode fait un peu cet inverse-là, parce qu'en fait, il faut que Duncan, il peut pas juste dire « Ouais, super cool et tout », parce que Oui, c'est vrai. avec sa mère. Et genre, en fait, il faut qu'il fasse des vrais choix, et la mort, elle est concrète. Et c'est très beau, parce que la mère, elle parle aussi du fait d'affronter la tristesse, et la tristesse des autres. Elle parle pas que de sa mort, etc. Et tout à coup, la série va devenir quelque chose de très familier. Et l'animation, etc., que j'aimais toujours pas par ailleurs, mais va commencer à devenir quelque chose de
Par exemple, à un moment donné, ils vont enfin se faire un câlin. Il va y avoir une espèce de mécanisme en forme de cœur qui les enveloppe. Alors, dit comme ça a l'air d'être la dernière des idées cool. Mais en fait, c'est très beau parce que à un moment donné, on va réfléchir enfin une forme avec attention et pas seulement pour surenchérir. On va pas juste mettre quelque chose parce que c'est cool, etc. Mais on va mettre ça parce que c'est quelqu'un qu'on aime, etc. Et en fait, l'épisode devient hommage. Et tout va un peu prendre sens. Alors du coup, pour moi, au sein même de l'épisode, déjà le fait qu'effectivement la mère ne soit pas dans une forme d'économie et va nous expliquer comment sentir son doigt de l'intérieur pendant qu'il y a des papates de nounours à l'écran qui apparaissent. Et moi j'ai essayé après de sentir mon doigt de l'intérieur et tout. C'était vraiment génial. Mais par exemple, à la fin des épisodes, il y a toujours une petite table de mixage. En fait, les génériques, c'est de la musique et il y a une petite table de mixage et la musique est un peu genre maison parce que c'est quand même pas mal de mixage et d'intervention. Et moi, c'est ce que j'aime dans la série en fait. Le fait que la caravane du personnage principal pourrait être un ensemble d'objets qui en fait font référence, non pas à des mondes lointains, etc., mais ils font référence à des espèces d'objets de rite ou de familiarité propres en fait à Duncan Trussell. Que cette série, ce soit aussi un aménagement, par exemple, d'un salon où il y aurait de la voix qui se déroule et ça marche avec sa mère. Et du coup, pendant le dernier générique, il y a de nouveau cette image avec la table de mixage, mais cette fois, c'est plus uniquement de la musique. Il y a un message laissé sur le répondeur par la mère de Duncan Trussell qui l'appelle et qui lui dit il faut que tu m'appelles, j'ai compris des trucs, j'ai bouclé la boucle, je me vois à l'intérieur de moi-même et tout. J'étais là, ouais, trop puissant et tout. Et en fait, je sais pas comment dire, pendant 5 secondes, ça a résolu mon problème voix-image. En fait, c'était trop beau parce que tu sais que c'est la voix de sa mère. Genre, dire, c'est un répondeur et tout. Enfin, et le répondeur se superpose à une image familière qui, elle, est rentrée dans l'univers de l'animation, qui emprunte déjà d'autres codes. Mais je sais pas, moi, ça m'a fait quelque chose d'aussi fort que, et comme ça fait complètement péter, mais que Eustache qui parle avec sa grand-mère. À un moment donné, tu fais rentrer ce qui compte et potentiellement aussi ce qui te fait mal dans ton travail. Et en fait, tu fais ce travail-là parce qu'à un moment donné, tu peux y replacer des choses et ces choses-là, elles peuvent se replacer chez les gens aussi. Enfin, je veux dire, moi, ça s'est replacé chez moi. Et bon, pendant 5 minutes, je me suis dit « Ah, pas mal cette petite série !» Après, c'était fini. Les aveux. Les aveux au bout d'une heure. Voilà. Non, mais... Mais tant mieux. Peut-être un mot avant de conclure, sauf si vous avez des choses à rajouter comme ça. Ah, moi j'ai une anecdote sur la Ah, série. ouais, ok. Mais genre, c'est vraiment pas grand-chose, mais juste, j'ai vu sur Netflix que, et c'était pas le cas quand j'avais fait mon premier visionnage, qu'il y avait une VF à cette série, et je trouve ça assez fascinant comme concept, qu'il y ait une VF à une série faite sur des podcasts. Et genre, vraiment, donc j'ai checké 1 minute, hein. J'avais pas forcément envie de voir d'épisodes entiers, mais en fait, ils ont vraiment donc doublé les podcasts. Et c'est un truc, c'est marrant, on n'a jamais vu ça, doubler un podcast. Et enfin, que je sache. Et du coup, voilà, il y a une VF de cette série, et c'est très très étrange à Tu voir. regardes un épisode. C'est très très étrange à Je voir. sais J'ai pas vu un quoi. bout de Ouais. l'épisode 3, du coup, un peu par hasard. Et la voix de Clancy n'est pas super bien réussie. Bon, après, en même temps, c'est un projet qui est improbable, quoi. Et donc voilà, si vous voulez tester, vous aventurer dans cette tentative, n'hésitez pas. C'est assez curieux. Bah, ça m'intéresse. Voilà, c'était mon anecdote de fin d'épisode. Je m'attarderai pas sur les VF de Netflix. Oui, c'est peut-être pas une bonne idée, mais moi, ça me rend curieux. Je tenais juste à faire un petit point sur les arrière-plans, que je trouve souvent assez réussis, même si parfois un peu trop flashy à mon goût. Il y a peut-être un peu trop de couleurs, et c'est bizarre parce que moi j'aime bien la couleur, mais peut-être que je préfère quelque chose de plus cubique, etc. Mais là, c'était vraiment beaucoup trop de reflets et compagnie, je sais pas. Mais quand même, je trouve que l'épisode 4, je crois, celui dans le monde de Medieval Ouais. Fantasy, oui, a des arrière-plans qui sont extrêmement beaux. Je les ai trouvés extrêmement beaux, des décors qui sont assez impressionnants. Et je pense que c'est parce que le camailleux de couleurs est plus réduit. Donc du coup, il s'est un peu restreint en termes de bon, je vais mettre un peu du mauve avec, je sais pas, du pupia. Et donc du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus cohérent en termes de couleurs et de style, qui fait un peu moins flashy et on te bombarde de couleurs comme un espèce de gigantesque paquet de dragibus, mais plutôt comme quelque chose qui va travailler cet aspect fantasy. Mais voilà, je sais pas si vous êtes friand des décors de Midnight Gospel ou si c'est surtout cet épisode-là qui, comme moi, a trouvé votre bonheur. Comme ce que je disais dès le début, c'est vrai que particulièrement celui-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me rappelle vraiment Adventure Time dans l'épisode 4. C'est ce que les éléments particuliers de la série sèment en fait tout du long et finissent par synthétiser à un point. C'est la série dans son égarement, dans son éparpillement, quoi, qui arrive un peu à me prendre, même si concrètement ça peut être assez aussi désagréable par moment, quoi.
Eh bien, je pense qu'on peut passer aux recommandations. Wow! C'est parti pour la recommandation. Alors, du coup, la recommandation d'Ayette, c'est le livre jaune, un ami nommé Jacques Thibault de Fumiko Takano. Alors, du coup, pour replacer les choses un peu dans le contexte, Fumiko Takano, ça fait partie des mangaka. Ouais, je pense que ça compte, du coup, je vais le dire, mais qui est une femme et qui, franchement, moi, je ne connaissais absolument pas et je crois que ça. Le recueil dont je parle est le seul qui est traduit en français. Il y a quelques autres recueils qui restent pour le moment en japonais et uniquement en japonais. Et moi, j'en avais entendu parler par le biais d'une illustratrice, auteure de BD que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie Spénal et qui souvent faisait référence à cette autrice-là de manga pour un peu pas justifié, mais en tout cas qui faisait aussi un peu des recherches en termes de dessin et d'ambiance dans ce sens-là. Et du coup, le livre jaune, c'est un recueil de 4 nouvelles nommé Jacques Thibault qui date de 2003, qui a eu le prix Tezuka. Et alors, pour prendre les choses dans l'ordre, parce que en fait, je l'ai fini hier et c'est quand même vraiment... En gros, je sais pas si quelqu'un ici connaît Roger Martin Dugard, qui est un des écrivains de la NRF, moitié du 20e, où quand tu vas chez les bouquinistes, il y a toujours 30 000 bouquins de lui et t'as pas vraiment envie de les prendre ou quoi que ce soit, qui a eu le prix Nobel dans la première moitié du XXe siècle, ce qui est pas souvent bon signe, et qui a fait une espèce de saga qui s'appelle Les Thibault et qui va se concentrer sur 2 familles. Il y a 8 tomes, c'est un peu un roman d'apprentissage qui suit d'abord des gens très jeunes qui vont grandir, qui grandissent dans des familles bourgeoises. Ça se passe à la Belle Époque et ça se désintègre au fur et à mesure que la Première Guerre mondiale approche. Et on va notamment suivre 2 frères, dont un qui s'appelle Jacques et que reprend Fumiko Takano dans l'économie de son récit. Jacques qui grandit dans une famille bourgeoise et qui peu à peu verse dans le socialisme tintintin, et qui va être toujours en conflit, notamment avec ses amis, avec sa famille, etc. Et qui va un peu se déniaiser à partir du moment où il se politise. Et en fait, Fumiko Takano, elle fait une nouvelle qui s'appelle Le Livre Jaune et qui, en fait, nous explique pas vraiment ce que c'est que Martin Dugard ou les Thibault, etc., mais qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit sa vie de jeune fille, qui finit ses études, qui va commencer à se professionnaliser, etc., et qui, en même temps qu'elle finit l'école, lit cette saga et ne vit que pour ça, en fait. C'est-à-dire que dès qu'elle est dans un bus, elle ouvre le livre. Dès qu'elle arrive à l'école et qu'elle a un moment, elle ouvre le livre. Et en fait, ce n'est que ça, en fait. Ce n'est que quelqu'un qui voudrait absolument qu'on l'oublie, voudrait absolument qu'on le laisse de côté pour pouvoir lire en permanence cette espèce de saga qui, en même temps, va à son terme comme toutes sortes de livres, etc. Et du coup, il y a tout un jeu dans le dessin d'aller-retour entre le livre qui est présenté comme livre, hein, avec du texte, etc., et puis des épisodes style tranche de vie de cette jeune fille-là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est très bateau, mais c'est absolument bouleversant. C'est trop l'expérience tranquille, mais dévastante de la lecture dans la jeunesse ou même plus tard, quand on va lire quelque chose et qu'on va être absolument transi ou complètement renversé par un personnage principal ou secondaire, et qu'on va le chercher partout, et qu'on va le chercher à la fois dans le livre, et qu'on va le chercher à la fois dans le monde réel, et qu'en fait, il faut absolument retrouver des moments de recueillement pour continuer à lire ce qui est en train de changer notre vie et qu'on ne le sait pas forcément encore, etc. Et c'était très marrant parce que ça reconnectait de manière super simple avec quelque chose extrêmement satisfaisant mais extrêmement dévastateur, qui est de trouver une œuvre et d'ouvrir un livre et d'avoir l'impression qu'on nous parle à nous, etc. Et c'était assez rigolo de voir ça dans une BD qui n'est absolument pas didactique ou discursive ou quoi que ce soit. Et les autres nouvelles sont beaucoup plus tranches de vie sur des femmes au foyer qui s'occupent de leurs enfants, etc. Ce qui fait que Takano est décrite comme une mangaka qui est une femme qui parle des femmes avec une sensibilité féminine hors pair. C'est absolument écœurant. Ça se voit à tout moment qu'il y a des gros problèmes et qu'en fait elle est en train de parler d'une espèce de mélancolie du foyer et tout. Et je pense qu'en fait elle fait le même travail que quelqu'un comme Sylvia Plath, etc., qui a été vachement remis au centre d'une position soi-disant de femme, alors qu'en fait, elle ne faisait que regarder les choses de la manière la plus juste, ça veut dire depuis la périphérie et depuis l'extérieur du foyer, et non pas en s'y remettant. Et c'est quand même assez extraordinaire, ces gens qui vivent des choses et les retranscrivent exactement, et il y a toujours des bolosses pour croire que c'est parce que c'est des femmes ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, elles sont déjà à l'extérieur et à l'endroit où personne d'autre non pas ne peut pas, mais n'a jamais eu l'intention ou l'intérêt de se mettre. Et juste pour l'anecdote, il y a une BD qui est un remake d'une autre bande dessinée
En gros, à un moment donné, Takano participe à un numéro d'une revue où le principe, c'est de prendre une bande dessinée qui est importante pour soi et de la remaker dans le monde du manga. Et en fait, la BD originale est de Sao Tono. Il ne voyait pas du tout qui était Sao Tono. Et en fait, Sao Tono, c'est la compagne de Toyo Matsumoto. Et en fait, c'est marrant parce que Matsumoto l'évoque souvent dans les entretiens avec des revues françaises ou anglaises. Il dit toujours « Je travaille avec ma femme ». Et aucun journaliste ne lui a jamais demandé « Ah, mais c'est marrant, qu'est-ce qu'est fait votre femme ?» etc. Ils s'en battent les reins. La revue Atom a fait un entretien super long avec Matsumoto. Matsumoto dit au moins 3 fois « Non, mais en fait, ça, c'est l'idée de ma femme et tout. » Et eux, ils sont là « Ah là là, Matsumoto, quelle auteur toutes vos idées sont dans votre tête. » Alors que le mec est en train de dire qu'il y a un travail de collaboration. Et Sao Tono, du coup, elle a quelques recueils à son actif et que j'ai pas encore lu, mais qui ont l'air vraiment extraordinaires en termes de gestion du dessin et tout. Ça a l'air phénoménal. Oh oui, je suis trop excitée de savoir ça. Qu'il y a Matsumoto qui existe et qu'il y a une autre personne qui fait des trucs propres et que tout ça s'est mélangé dans genre ping-pong ou hammer button et tout. Voilà. Alexandre? Alors je vais essayer de faire vite parce qu'il y a 3 choses que j'aimerais évoquer. Je vais vraiment... Enfin, hésite pas à me dire cut, temps mort, quoi, si vraiment je prends trop de temps. Mais déjà, j'ai constaté hier, et je suis assez content de le voir, que, donc, histoire de dater, ce sera disponible le vendredi 12 décembre 2021. Je ne sais pas si ensuite on pourra se le procurer ou le visionner. Mais il y a un film qui vient d'être restauré par Bologne, la Cinémathèque de Bologne, donc Cinema Ritrovato. Donc un film 16 mm sur l'exploitation des travailleurs immigrés qui a été réalisé en 1976 en France par Djoura Abouda et Alain Bonamy. Donc un film qui s'appelle Ali au Pied des Merveilles, que j'avais envie de voir depuis un bout de temps, et du coup je me félicite de voir qu'il va être du coup diffusé, je ne sais pas pour combien de temps, sur la plateforme Another Gaze, qui a une curation assez intéressante. Enfin, ils ont déjà diffusé du Marguerite Duras, du Carole Roussopoulos. C'est la plateforme Another Screen. Pardon, non, c'est voilà, exactement. C'est juste quand tu tapes sur internet et tout. Another Gaze, voilà, c'est le blog, ouais, et Another Screen, c'est leur effectivement. C'est vachement bien. Et je suis ravi de voir qu'ils balancent Ali au Pied des Merveilles, parce que disons, c'est un peu un film perdu de underground militant français des années 70, où je trouve qu'il regorge de choses très intéressantes. En deuxième lieu, et ça rejoindra un peu l'idée qui est évoquée par Damian Coles dans le 3e épisode de Midnight Gospel, ce qui tourne autour de la magic. Il y a un documentaire qui est sorti l'année dernière, qui n'est toujours pas disponible après sa projection à l'Étrange Festival, c'est Other Like Me, de Marcus Werner Head et Dan Fox. Donc un documentaire sur Cum Transmission, qui est le collectif d'artistes de Genesis Purridge et Cosi Fanny Tutti, qu'ils avaient formé en Angleterre alors qu'ils étaient jeunes, qu'ils étaient un peu déclassés, marginaux, en prise avec la drogue, et qui se mettaient à faire des performances dada surréalistes avec 3 fois rien alors qu'ils étaient dans une maison où il pleuvait littéralement dans la cuisine. Et ce collectif d'artistes comme Transmission, à force de persévérance, et lorsqu'ils commenceront à rencontrer des artistes musiciens comme Chris Carter, Peter Christopherson, qui s'est formé à la musique avec eux, et John Lacey, et donc Peter Christopherson, qui sera ensuite quelqu'un d'important avec qui ils collaboreront, ça donnera un des groupes précurseurs de la musique industrielle, à savoir Throbbing Gristle, qui est un groupe que j'affectionne particulièrement, même si très tordu, très torturé, et qu'on se renseigne sur les personnes, notamment sur Genesis Purridge, c'est pas forcément toujours très recommandable. Bon, c'est un documentaire très standard à base d'entretiens et d'archives, mais on apprend des choses très très intéressantes sur ceux qui étaient appelés littéralement les destructeurs de civilisation par la presse anglaise de l'époque. C'était un peu les actionnistes londoniens, pour le dire comme ça. Et en dernier lieu, donc c'est beaucoup moins pointu, mais j'ai découvert ça tout dernièrement, donc c'est The Office, la version US de la série de Ricky Gervais et Stephen Merchant, qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient réalisé en Angleterre. Donc pour ceux qu'on n'aurait pas entendu parler ou qui n'ont pas encore regardé, ça se passe dans les bureaux de Dunder Mifflin, de la branche de Scranton, de l'entreprise en fait de vente de papier en Pennsylvanie. Et je me rappelle, quand j'avais commencé la série la première fois, j'avais trouvé le premier épisode particulièrement gênant, pas drôle, les personnages idiots. Enfin, j'étais vraiment resté en dehors de tout ça, ça m'avait pas happé. Et je me suis retrouvé un soir à me dire, bon, la première saison fait que 6 épisodes, en vrai, ça peut se regarder. Et c'est fini, et là, je vais regarder les 9 saisons, parce que je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant en fait, déjà dans la manière de filmer les open space, de saisir comme ça des visages. La série est une espèce de documentaire, certains des regards caméra et des reaction shots, mais les plus drôles de l'histoire audiovisuelle dans cette série.
Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on est plus généralement en train de rire de la bêtise des personnages que de se moquer de personnages desquels rigolent les idiots. Enfin bref, il y a des échanges vraiment assez incroyables en fait, assez anodins, très communs, qui tiennent un peu de la caricature des gens qu'on croiserait sur son lieu de travail, mais je sais pas, il y a cette espèce de microcosme en fait qui est saisi comme ça par la caméra. Enfin, il y a quand même quelque chose qui tient un peu de la surveillance. Dit bien parfois certaines choses assez banales comme cette profonde solitude et ce besoin d'affection de Michael Scott. À la revoir, je me suis pris d'affection pour elle en tout cas. Du coup, à noter que le maître du désespoir et des bitcoins, Jason Lowe, a écrit un livre avec Genesis Furidge. Tu t'en parlais. Simon, aka Simon. Alors moi, ça va être assez rapide, c'est une petite reco sur un truc qui va parler d'animation. On va parler d'une chaîne YouTube qui me fascine un peu en ce moment, qui s'appelle, peut-être que certains la connaissent, qui s'appelle New Frame Plus. Et en fait, l'idée, ça va être une chaîne YouTube qui va être obsédée par l'animation, mais dans le monde du jeu vidéo uniquement. C'est-à-dire comment ça fonctionne concrètement dans le monde du jeu vidéo, l'animation. Qui va faire des vidéos, des fois de 20 minutes, sur un mouvement d'un personnage qu'il va trouver fascinant, qu'il va trouver super bien fait, qu'il va trouver aussi fascinant dans sa manière d'interagir avec le contrôle du joueur ou de la joueuse. Et donc, voilà, c'est très niche, mais c'est assez fascinant. J'aime beaucoup aussi la manière dont il va parler de l'animation dans le jeu vidéo qui va dater des années 80-90, à l'époque où c'était en 8 bits, et donc on avait très peu de ressources pour donner l'impression qu'un personnage est vivant et va bouger. Et je trouve ça très intéressant. C'est un truc, moi, qui me parle beaucoup quand je joue à des jeux un petit peu rétro et où je me demande comment ces jeux réussissent à être touchants, en fait, avec très très peu de ressources techniques. Et alors voilà, petite reco personnelle, mais bon, ça c'est très très perso. Il a fait une vidéo d'1h45 sur l'animation dans toute la série Sonic et sur les hauts et les bas de l'animation de cette série qui ne correspond pas forcément aux hauts et aux bas de la qualité des jeux en eux-mêmes. Et c'est ça que j'aime bien. Et donc voilà, il va se focus sur tous les ajouts qui ont été faits au fur et à mesure dans la panoplie d'animation et la façon de Sonic et du monde qui l'entoure, en fait, d'interagir ensemble et de bouger. Je trouve ça assez intéressant parce que ça pose des questions, en fait, qu'on ne se poserait pas forcément par rapport à l'animation, on va dire, plus traditionnelle, qui serait de l'animation de cinéma ou de série, en fait. Parce qu'il y a la gestion notamment du contrôle, la gestion de l'interaction qui va poser de nouveaux problèmes. Il y a la question de l'environnement, de la caméra qui va pas forcément être gérée directement par les créateurs, mais qui va être gérée par les personnes qui vont être en contrôle. Et donc voilà, moi ça me plaît bien. Ah si, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, c'est intéressant parce qu'en fin d'année, il va faire comme plein de gens des top 10 de jeux vidéo de l'année, mais pas du tout en fonction de la qualité des jeux, mais en fonction de voilà, à quel point l'animation, lui, l'intéresse. Et je trouve ça marrant d'avoir ce filtre très spécifique sur un média qu'on va pas forcément relier instinctivement à cette question de l'animation. Donc voilà, c'était ma petite reco. Marocco, c'est un film, mais ça n'est pas le film Sonic. C'est le film Pour une épingle à cheveux d'un cinéaste qu'on a redécouvert très récemment, qui s'appelle Hiroshi Shimizu, qui est un cinéaste qui officiait à la même époque que Mizoguchi et que Ozu. Sauf que ces cinéastes-là sont bien plus connus que Shimizu, que personne connaît en France. Et contrairement à des films de Mizoguchi qui vont être très élaborés en termes de filmage, notamment les Sœurs de Gion qui vont avoir pour l'époque des plans qui vont jouer sur les contre-plongées et autres travelling très effrayants, Shimizu, c'est du cinéma, dans tous les cas, pour une épingle à cheveux. Ce film-là est très simple. C'est une histoire toute bête de quelqu'un qui se pique avec une épingle à cheveux et qui rencontre une femme grâce à cette mauvaise expérience. On va suivre la vie d'une espèce d'hôtel où on va suivre différents habitants qui va se remplir de plus en plus de nouvelles personnes. Et ce qui est chouette dans ce film-là, c'est que c'est un film extrêmement simple qui fonctionne simplement sur ses gags, sur ses situations, sur l'empilement de petites scénettes. Vraiment un film très simple, très humain, puisqu'on va suivre aussi les habitants du pensionnat qui vont tous être très gentils ou alors qui vont être méchants sans être méchamment méchants, c'est-à-dire que c'est une méchanceté qui tient plus de leur caractère plus que d'une réelle méchanceté. Il va y avoir aussi un rapport, on va dire, à l'expérience qui va être très fort, puisque la personne qui s'est blessée le pied va se rééduquer, et puis il va y avoir des gamins qui vont l'encourager à chaque fois. C'est très mignon et adorable. C'est vraiment un film très simple et j'espère qu'il sera bientôt disponible plus largement parce que c'est un film qui, je pense, mérite d'être connu. Et Shimizu, c'est, je pense, un cinéaste qui mérite un coup de projecteur dans les années à venir. Et aussi, je tenais à dire, il y a déjà une rétrospective à la Cinémathèque. Il y a une rétrospective à la Cinémathèque, mais je pense que des DVD, ce serait pas mal. Et aussi, je tenais à dire que j'ai écouté récemment un album qui s'appelle Emergency de Girls Rituals, dont l'une des membres
Je connaissais son travail pour son groupe, dans un groupe qui s'appelle Black Dresses, qui est une sorte de pop très violente, mais qui va être aussi un peu sucrée et niaise parfois. C'est une espèce de mélange assez étrange. Et Girls Rituals, c'est beaucoup plus simple, même si on retrouve quelque chose de très électronique dans les instrumentations, il va y avoir quelque chose qui va être plus dépouillé et qui finalement me séduit plus, alors que finalement moi j'étais plus attiré par l'énergie brute de Black Dresses, mais Emergency, un bon album que je vous invite à découvrir. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission sur The Midnight Gospel. On se retrouve une prochaine fois les mains pleines de films et de séries. D'ici là, ciao et bon vent. Salut. À plus.